Madame, monsieur, décollage immédiat pour C'est un monde. Demain aura lieu la Journée internationale du rire et à cette occasion, on va faire travailler nos zygomatiques. Alors, qui sont les rois de l'humour à l'étranger? Quels sont leurs thèmes de prédilection? Y a-t-il des limites à ne pas dépasser? À chaque pays, ses codes. Démonstration avec 4 de nos correspondants. Alors, c'est bien connu, plus on est de fous, plus on rigole. Voici donc nos acolytes du jour. Sandrine Mercier, qui nous attend à Barcelone. Arnaud Miguet, que l'on rejoindra à Shanghai, bien sûr. Fanny Lotter, notre correspondante au Brésil. Et enfin, Loïc Delamornay, qui nous donne, lui, rendez-vous à Londres. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, vous le savez, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Point. Alors, pour la première escale, nous partons en Espagne, où comique est devenu un métier à risque. Et oui, pour éviter la case prison, mieux vaut esquiver certains sujets tabous. Bonjour Sandrine, c'est une mauvaise blague? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bonjour Laurent. Eh bien non, cela n'a rien d'une blague, ou en tout cas, elle n'amuse pas du tout les Espagnols. Figurez-vous Laurent que faire des chistes, des blagues, comme on dit en espagnol, semble être devenu une activité à haut risque. Plaisanter avec la politique, l'histoire ou encore la religion peut vous mener ici devant le juge, voire même en prison. Les Espagnols n'osent donc plus faire des blagues sous peine de sanctions. Alors, où est passé leur sens de l'humour quand ici, même les clowns ne font plus du tout rigoler? C'est le reportage que nous avons réalisé avec Jean Gordillo et Marie Bolinches. Tu n'es pas seul, clament les habitants de la petite ville de Manresa. Pour manifester leur soutien aux clowns sans frontières, Jordi Pessarodona, ils ont sorti leur nez rouge pour l'accompagner jusqu'au palais de justice. Car aujourd'hui, Jordi doit comparaître devant le tribunal. Le clown est poursuivi pour désobéissance et délit de haine pour avoir posé sur cette photo, avec un nez rouge, aux côtés d'un garde civil espagnol. Je me suis mis en clown près d'un garde civil, dans une attitude complètement pacifique, pour les questionner sur le port des armes. Je voulais dialoguer, et c'est ce qui a été pris comme un acte de guerre. Mais je suis ici pour défendre nos droits, la liberté d'expression. Ils ont décidé de poursuivre et punir le clown. Mais la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est qu'une ville entière devienne à son tour des clowns. Beaucoup d'émotions, car Jordi Pessarodona risque la prison. À l'issue de 2 heures de procès, le clown est finalement relaxé. Actuellement, en Espagne, nous revivons une époque de restriction de nos droits. Nous le voyons ici avec Jordi, ou encore avec ce chanteur jeté en prison pour les paroles d'un rap. Si l'Espagne semble avoir perdu son sens de l'humour, c'est à cause de la réforme du code pénal en 2015 par le gouvernement de Mariano Rajoy. Car sous couvert de préserver la sécurité publique, la loi durcit les peines et réprime les manifestations. Surnommée loi Bayon, Amnesty International la dénonce comme une menace pour la liberté d'expression. C'est réellement préoccupant que cette loi soit toujours présente dans le code pénal. À Amnesty International, nous demandons et exigeons qu'elle soit supprimée, car elle a pour effet l'autocensure de toute la société, un effet dissuasif et rédhibitoire pour la liberté d'expression. Une loi qui affecte jusqu'aux humoristes vedettes de télévision. Dans son émission satirique quotidienne, le comique Dani Matteo a été poursuivi en justice pour avoir critiqué la croix ornant le mausolée du dictateur Franco. Franco voulait une croix géante qui puisse se voir de loin. C'est normal. Qui voudrait voir cette merde de près? J'ai été surpris par la plainte et ensuite je me suis souvenu que je suis espagnol. Alors je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, on est en Espagne au XXIe siècle et on ne peut pas rigoler et dire que c'est une croix de merde. Je pense que c'est bien d'utiliser l'humour comme remède thérapeutique. Il faut qu'on exorcise nos démons. Comiques, musiciens, journalistes ou encore blogueurs, près d'une quarantaine de personnes se retrouvent sur le banc des accusés depuis la nouvelle loi. C'est 4 fois plus qu'avant. Dites-moi, Sandrine, ça rigole pas chez vous en ce moment. Alors, justement, quels sont les thèmes à éviter, les plus délicats, on va dire, dans le pays?
Eh bien Laurent, on l'a vu dans le reportage, il y a désormais une autocensure, notamment quand on veut plaisanter sur la famille royale, la religion ou encore le franquisme. Une étudiante de 21 ans l'a compris à ses dépens, elle s'appelle Cassandra Vera. Elle a tourné en dérision dans un tweet la mort de l'ancien chef du gouvernement sous Franco. Elle a écopé pour ça d'1 an de prison avec sursis et de 7 ans de privation de ses droits civiques, c'est-à-dire qu'on lui a annulé sa bourse d'études et elle a l'interdiction de passer des concours administratifs. Elle rêvait pourtant de devenir prof. Pour les Espagnols, si les blagues sont parfois douteuses ou de mauvais goût, le fait que la justice devienne un gendarme moral et religieux agace fortement. Récemment, un homme de 24 ans, lui, a été condamné à une amende de 480 € pour avoir posté un photomontage de sa tête à la place de celle du Christ. Mais je comprends pas très bien parce qu'il me semblait que les Espagnols aimaient plutôt les comédies. Alors oui, Laurent, c'est vrai qu'avec tout ça, on en oublierait presque que les Espagnols aiment rire, ils aiment s'amuser. Ça reste le cas, évidemment, n'ayez pas peur. D'ailleurs, souvent, ils rient d'eux-mêmes. Il y a cette autodérision qui fonctionne très bien ici, notamment au cinéma. Les comédies sont leur genre préféré. Et celle qui a le plus fait rire les Espagnols s'appelle Ocho Apellidos Vascos. C'était une sorte de Bienvenue chez les Ch'tis en version Iber. Un record absolu ici. Le film est resté 3 mois en salle. Il a fait 42 millions d'euros de recettes. Depuis, il y a eu une suite, version catalane cette fois-ci, et d'autres comédies essaient de trouver le même succès pour redonner le sourire. Franchement, ha ha ha, c'est comme ça ici, Laurent, qu'on rigole. Il ne faut pas faire ha 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 comme vous le faites, mais ha ha ha, jia jia, allez, entraînez-vous. Ha ha ha. Ok, vous savez quoi? Ça nous rassure. Merci Sandrine et à très bientôt, évidemment. Alors, à très bientôt. Pour la prochaine étape, nous partons en Chine et plus précisément à Shanghai, où nous attend bien sûr Arnaud Miguel. Alors bonjour Arnaud d'abord. Parlons sérieusement. Est-ce qu'on plaisante beaucoup dans l'Empire du Milieu? En un mot, bonsoir Laurent, oui, on rit. À l'image de ces visages rieurs du célèbre peintre Minzun, d'ailleurs dont les tableaux se vendent ici à Shanghai, à prix d'or. Il y a un joli proverbe chinois qui dit que le rire que l'on offre, on vous le rend au centuple. C'est un bel encouragement, on est loin de l'image de ces Chinois travailleurs qui ne desserrent pas des dents. On rit beaucoup de joie, on rit d'une plaisanterie, on peut rire même, alors ça c'est particulier, d'une gêne, le rire jaune, et on peut rire lors d'un conflit. Pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, un homme me bousculait dans la rue et il s'est mis à rire aux éclats. Et c'était en fait pour dissiper une tension. Le rire, c'est un petit peu un signe d'harmonie. Et on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle, toute relative, tout en se bidonnant. Alors, c'est difficile à comprendre, mais il y en a un qui l'a très bien compris. Il s'appelle Li Song. C'est un comédien qui a monté un spectacle sur ces différences culturelles, elles sont nombreuses, autour du rire entre la France et la Chine. D'ailleurs, il se produit en ce moment même à Paris. Je vous encourage à aller le voir. Mais il y a quelques jours, il était ici, à Shanghai. Angélique Forger et Antoine Védéier sont allés le voir. Il est très drôle. Regardez. Derniers ajustements pour Li Song. À Shanghai, l'humoriste chinois entre en scène devant un public exclusivement français. Vous savez, à la fac, en Chine, le français est classé dans la catégorie langue rare. Je pense que c'est une façon polie pour dire que votre langue est complètement pétée. Chronique d'un débridé ou le destin du plus français des Chinois. Vous imaginez 1,5 milliard de personnes avec chacun un destin? Ça, c'est pas un projet viable. Hein. Quand moi, je suis né dans ma banlieue de Shanghai, le destin, il savait même pas que j'existais. Alors, il n'avait pas prévu que je serais là un jour à vous parler dans la langue de Molière et Cyril Hanouna. Donc, Li Song, vous êtes chinois, mais vous avez vécu en France. Et la France, justement, c'est l'objet de votre spectacle. Pourquoi la France? C'est tout simplement parce que je pense que je suis amoureux de la langue, je suis amoureux du pays. J'ai commencé l'apprentissage de la langue à 17 ans. J'ai 35 ans, ça fait 18 ans que je pratique cette langue. Et je vis entre les deux pays. Moi, j'hésite à prendre votre nationalité, quoi. Je me tâte. Je me tâte. Il n'y a que les Français pour avoir une expression aussi intime. Et mes parents, ils n'auraient jamais imaginé que je sois le guide de Danny Boone, de Léa Seydoux. Mes parents, ils s'en foutent. Ils connaissent pas les stars de votre tout petit pays. Les gars, c'est normal, hein. La France,
Pour nous, c'est l'équivalent pour vous du Luxembourg. Vous, justement, qui connaissez bien les deux cultures, est-ce qu'on rit de la même chose en France et en Chine? Il y a des sujets où il y a des blagues qui sont drôles pour les Français, mais qui ne sont pas tellement drôles pour les Chinois. Comme quoi, par exemple? Je pense que beaucoup de Français aiment le cynisme. Voilà. Alors, faire des blagues avec le cynisme en chinois, c'est pas trop ça. En chinois, on dit « wo ai ni », moi, aimez-toi. On se marie, on a un enfant, on vit, on meurt. En France, on s'aime, on se quitte, on se remet ensemble, on doute, on se marie, on a un enfant, on divorce, on se dispute la garde des enfants, et on se remarie peut-être. En France, il y a une grande scène d'humoristes de toutes les générations, de toutes les origines. Est-ce qu'en Chine aussi, il y a beaucoup d'humoristes? Il y a pas mal d'humoristes, bien sûr. Mais sous forme de one-man seul en scène, c'est pas un truc très chinois. Nous avons une forme souvent à deux, voilà, un duo. En chinois, on dit xiangsheng. Voilà. C'est toujours deux gars qui font des blagues comme ça. Et cette forme-là, elle est connue, elle est toujours très populaire. Loin des codes des humoristes chinois, Li Song se permet même de parler politique. Vous êtes bizarres, vous les Français. Vous choisissez vos politiques et vous les détestez. Nous, on les choisit pas tellement et on s'en bat un peu les couilles. Cela dit, Arnaud, malgré cette très belle démonstration, très drôle, j'ai l'impression que le second degré et l'ironie ne sont pas franchement en vogue en Chine. Ce qui fait rire les uns ne fait pas rire les autres. Il y a assez peu d'ironie. Rire de quelqu'un, c'est un petit peu le critiquer. On n'est pas vraiment second degré en Chine, on prend un peu tout à la lettre. On ne se moque pas de la famille, on ne se moque pas de la Chine en tant qu'État, on se moque encore moins des dirigeants et évidemment encore moins du président Xi Jinping. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Oui, parce qu'on est bien d'accord, Arnaud, il y a quand même la censure. Alors la censure, elle ne fait pas de quartier, elle est omniprésente et on ne s'y frotte pas. Il y a 2 ans, un présentateur de la chaîne d'État, CCTV, à une heure de grande écoute, faisait une émission suivie par des dizaines de millions de personnes. On l'appelait d'ailleurs le grand-père, tellement il était apprécié, si ce n'était son âge. Donc, on pourrait le comparer, on pourrait dire que c'est le Laurent Bignolas chinois, mais il était beaucoup plus vieux. Et il s'était amusé à une critique du grand timonier de Mao Tse-tung en le traitant de vieil imbécile. Il a disparu de l'antenne et on n'est pas près de le revoir. Et puis il y a quelques mois, des internautes chinois s'étaient amusés à un montage comparant le président Xi Jinping à Winnie l'ourson, le célèbre personnage, petit ours de la BD britannique. Ça n'a absolument pas plu aux censeurs. Pourtant, c'était assez sympathique, le côté physique, le côté débonnaire. Ça n'a pas plu aux censeurs. Il a été retiré de tous les sites. Winnie l'ourson est désormais persona non grata en Chine. En Chine, on peut rire de tout, mais difficilement, très difficilement, Laurent, rire de tout en public. En tout cas, si vous avez une image d'un timonier quelconque qui se marre comme une banane, vous nous envoyez l'image et puis vous nous tenez au courant surtout. Merci Arnaud, passez une belle journée. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage. Alors, peut-on rire de tout sur la toile? Il semblerait qu'humour et réseaux sociaux ne fassent pas forcément bon ménage. J'allais rajouter LOL. Effectivement, on ne peut pas rire de tout sur Internet pour 2 raisons, Laurent. D'abord, les outrances, les drôleries, les vannes, les blagues, les humeurs, les provocations, qui il y a 30 ans étaient réservées à des salles de spectacle, aujourd'hui, elles sont diffusées partout sur la toile. Et donc, à trop libérer, à trop diffuser l'humour, on est obligé de le polisser pour le rendre accessible, audible au plus grand nombre. Le deuxième problème sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde s'y érige en procureur, c'est-à-dire que chacun va donner son avis, chacun va devenir critique, défenseur, détracteur d'une forme d'humour, et du coup, on va monter des propos en épingle jusqu'au lynchage médiatique. Alors, quand on parle d'humour qui a plutôt mal tourné, on peut citer l'exemple d'un youtubeur, pas n'importe lequel, le plus suivi au monde, Laurent. Le principe de ses vidéos, c'était assez facile, assez simple. Il joue à des jeux vidéo en direct. Il est quand même suivi par plus de 62 millions d'abonnés, 17 milliards de vues. Ah, quand même. Et il était jusqu'à présent le plus riche youtubeur du monde. Mais ça, c'était avant
avant les très mauvaises blagues et les polémiques autour de vannes jugées antisémites et racistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça a été, en tout cas on en a parlé dans la presse avec le New York Times, qui a contacté Disney, parce que figurez-vous que la plateforme qui hébergeait ce fameux youtubeur appartient à Disney, qui a tout de suite arrêté sa collaboration avec le youtubeur. Ça lui a coûté cher, hein. Malgré son immense popularité. Il s'est évidemment défendu en parlant de liberté d'expression, mais ça n'a pas suffi. Auriez-vous cependant quelques petites pépites humoristiques à partager? Mais bien sûr, des pépites et vraiment mes préférés, mes chouchous. On démarre avec cette page YouTube. Il s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». C'est une pastille de 4 minutes qui aborde des sujets très différents. Alors, la violence, les arbres, la révolte, les émotions, les femmes. Il y en a pour tous les goûts. Je les adore. Je vous ai pris, regardez, une petite sélection de celles qui parlent de racisme. On apprend énormément de choses. C'est très documenté. Regardez la notion de race n'existe pas, puisque chez une personne noire, jaune ou bleue, les gènes sont les mêmes. Est-ce qu'on peut clore ce débat une fois pour toutes? Tu réalises bien que le racisme, c'est que dans ta tête. Et que si c'est dans ta tête, eh ben, tu peux arrêter de croire des trucs faux. Parce que les trucs faux... Alors, c'est extrêmement documenté. On va les citer quand même. Ils s'appellent Fabrice et Marc de Bonny et Axel Latuada. 3 drôles, très drôles, philosophes du web. Et je voulais terminer avec une autre pépite que j'adore, ça s'appelle What's a Mashup. Le mashup, c'est l'art d'associer différentes choses. En l'occurrence, 2 films cultes. Ils ont en commun d'être cultes, mais ils sont extrêmement différents. Le Cornu avec Fast and Furious, Titanic et les Bronzés, Rocky IV et les Rasta Rockets, et vous l'avez compris, les dialogues de l'un sur les images de l'autre. Que vous soyez cinéphile ou non, c'est absolument génial. On ira voir. Merci, Julia. Notre voyage se poursuit au Brésil, cette fois, avec une belle leçon d'humour, c'est le cas de le dire. Et oui, pour lutter contre la morosité ambiante, figurez-vous que les Brésiliens ont trouvé le meilleur des remèdes, l'autodérision. Bonjour, Fanny. Alors, comme ça, on a le rire plutôt facile chez vous. Bonjour Laurent, si on ne peut pas en rire, eh bien c'est qu'on en pleure. Voilà une expression d'un Brésilienne. Le rire est très important ici au Brésil, il serait même vital pour de nombreux psychanalystes et sociologues comme Maria Inés, une professeure de l'université de Rio qui a même fait sa thèse sur le rire et l'humour brésilien, sorte de remède miracle selon elle qui a permis à son peuple de survivre à ces années les plus sombres et notamment à la dictature. Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé, le Brésil traverse une grave crise économique et sociale, l'ancien président Lula est en prison et les scandales de corruption pleuvent. Alors pour faire face à cette morosité ambiante, eh bien l'humour 2.0 vient remuer un peu tout cela. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe, Anne-Laure Desarnaud. Au Brésil, on rit fort, à tous les âges et d'absolument tout. Ici, si quelqu'un se casse la figure par terre dans la rue, on va l'aider à se relever, mais on va rire. J'ai su, monsieur, que votre associé était mort. Vous pouvez prendre ma fille à sa place? Bien sûr. Parlez-en avec le fossoyeur s'il est d'accord. Il n'y a pas de souci. 7-1 contre le Brésil pendant la Coupe du Monde. On a fini par supporter les Allemands. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste une blague qu'on dit tout le temps, faire 7-1. Quand il nous arrive une tuile dans la vie, ça devient 7-1. Si ça, c'est pas de l'humour. Ah oui, c'est vrai. Rire de soi-même et de tout ce qui ne fonctionne pas dans la société brésilienne, c'est même devenu une mode sur Internet. Le Brésilien a une créativité hors norme. Regarde, le type a construit une voiture au-dessus de sa maison. Franchement, qui fait ça? Depuis 3 ans, un groupe d'amis journalistes et publicitaires en a fait sa spécialité. Au Brasil que deu certo, traduisez le Brésil qui réussit. Un titre ironique pour dénoncer toutes les absurdités d'un pays qui marche parfois sur la tête. Des petites annonces improbables. J'adore ce gâteau au beignet de poulet frit, ça a l'air fin. Des photos de bars insolites. Tu penses que le Wi-Fi est gratuit là-bas? Leurs comptes Twitter, Facebook et Instagram cumulent presque 2 millions d'abonnés. Nous avons rendez-vous avec eux dans leur studio de São Paulo. On pourrait parler de l'annonce du type qui veut échanger sa maison contre un smartphone. Non, je crois qu'il la vendait 300 € pour s'acheter le téléphone. Ils reçoivent environ 60 messages par jour d'anonymes qui leur envoient des photos de leurs trouvailles. En voici quelques pépites. Ça, par exemple, ça n'arrive qu'au Brésil. On voit un homme sur son lit d'hôpital, avec une perfusion au bras, et il est tranquillement en train de boire sa bière. Vend eau bouillante, bouillie pendant 15 minutes pour 50 centimes d'euros. Vous imaginez en France quelqu'un vendre de l'eau bouillante?
On aime le Brésil comme il est. Ce n'est pas ironique. Quand on parle du Brésil, le cliché, c'est de penser à la caipirinha, au corcovado, au pain de sucre. Mais nous, on veut montrer le vrai Brésil, son quotidien absurde. On va rire de nous-mêmes. Voilà notre message. Si vous voulez l'interpréter comme une critique sociale, c'est comme vous voulez. Ce jour-là, justement, ils s'amusent d'une actualité brûlante dans leur nouvelle vidéo YouTube. L'ancien président Lula est en prison pour avoir reçu en pot de vin un triplex, bien décevant selon eux. C'est dans sale état, Mathéus, on dirait un squat. On va faire quelque chose de très important pour le Brésil, pour le peuple brésilien et même le monde entier. On va vous montrer 10 maisons qui sont plus luxueuses que le triplex de Lula. Voici la maison bus. Tu préfères le triplex ou la maison en canette de bière de Monsieur Dorival? La maison de Monsieur Dorival. Ciro, Mathéus et leurs amis ont tellement de succès que leurs chroniques loufoques vont bientôt être publiées dans un journal national très sérieux. Rire des absurdités de la politique, un métier d'avenir au Brésil. Ah oui, c'est aussi une leçon de modestie. Merci beaucoup Fanny et à bientôt. Alors, retour chez nous à présent avec Damien Thévenot. On va faire un petit point sur l'humour made in France. Notre pays est connu pour sa liberté d'expression. Bonjour Damien. Bonjour. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a un petit poil régressé dans ce domaine. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Laurent. Bon. On a régressé. Et si des proches, au milieu des années 80, disaient cette fameuse phrase « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », je crois qu'en 2018, on peut rire de moins de choses. Il y a un rétropédalage en matière d'humour, on peut le dire. Ah, vous avez des exemples? Au plein, par exemple, Michel Leb. Au milieu des années 80, Michel Leb, il avait un sketch, l'Africain. Alors, il prenait un accent très prononcé et il disait « ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines ». Ça, aujourd'hui, ça passe plus. Alors, pourquoi ce qui était accepté il y a 40 ans, aujourd'hui, est plutôt tabou? Eh bien, parce que à l'époque, je crois que il y avait une liberté énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu l'après-mai 68. L'après-mai 68, il y a eu comme une espèce de libération de l'humour. Et donc, le balancier est allé très, très loin. Et j'ai l'impression qu'il revient un petit peu vers nous. Et il y a aussi, je pense, d'autres raisons. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les blagues d'accent, les approximations, les exagérations, ça passe plus. La société, elle a évolué, énormément évolué. Et je crois que l'humour a évolué avec. Bon, ça veut dire aussi que des sujets sensibles comme, par exemple, le handicap ou encore la maladie, bah, on oublie, quoi. C'est impossible d'en rire. Alors, si vous pouvez, mais il faut marcher sur des œufs, d'abord. Il faut que votre texte soit très, très bien écrit. Et puis, il faut, à mon avis, si vous voulez être humoriste demain, Laurent, être concerné par la thématique. Je vous prends un exemple. On va prendre Guillaume Batz. Guillaume Batz, c'est un humoriste qui est handicapé. Il est très drôle. On lui avait d'ailleurs consacré un portrait dans Télématin, exactement. Guillaume, lui, il fait une blague sur scène. Il arrive, il dit, voilà, les gens, ils sont sympas dans la rue. Ils me disent, oh, mais vous êtes Guillaume Batz? Et il dit, je leur réponds, soit je suis Guillaume Batz, soit j'ai emmené ma voiture à la casse. Et je ne suis pas sorti de ma voiture, parce qu'il a un handicap physique, Guillaume. Mais ça, vous voyez, elle est très drôle, sa vanne. Mais quelqu'un d'autre l'a fait à sa place, je ne suis pas sûr que ça passe. Bon, il y a pourtant quelques humoristes qui continuent en ce moment à pratiquer l'humour noir, j'allais dire même politiquement très incorrect. Oui, heureusement. On a Laura Lone, par exemple, qui a un physique d'ingénu, qui balance absolument sur toutes les religions. Ou on a également Jérémy Ferrari, qui a fait des sketchs sur le terrorisme ou la pédophilie dans l'Église. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est possible pour eux? Je crois que la réponse, elle est donnée par Haroun, autre personne à qui Télématin a consacré un portrait. Haroun, il est vraiment très fort dans l'humour avec insolence, mais il dit ceci, il dit, moi, je ne m'interdis rien, je touche à tous les sujets, simplement, si je fais une vanne sur un handicapé, il faut que ma vanne fasse rire un handicapé dans la salle. Et c'est peut-être ça la clé de la réussite de l'humour qui fonctionne, rire avec et non pas contre. Ça voudrait donc dire, Laurent, qu'en 2018, on pourrait rire de tout avec tout le monde. On a peut-être le droit d'espérer. Ben, la boucle est bouclée. Les temps changent et on s'adapte. Merci beaucoup, Damien. Alors, pour la dernière destination, nous partons chez les rois de l'humour potache. Eh ouais, je parle bien de nos voisins britanniques. Bonjour, cher Loïc. Alors, on ne présente plus les Monty Python, on ne présente plus Ben Hill ou encore Mr Bean, qui ont fait rire des générations et des générations. En quoi l'humour british se distingue-t-il d'une autre aujourd'hui ? Eh bien Laurent, alors c'est vrai, on est indéniablement sur une terre du rire et pourtant à la base, les Britanniques ou plutôt les Anglais, si j'ose dire, à la base ils seraient quand même moins drôles que nous les Français. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas latins. Et ici, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Les Anglais, effectivement, surtout, ils sont beaucoup plus mesurés, beaucoup plus polis, toujours corsetés dans leur étiquette qu'on leur apprend dès l'école avec les bonnes manières. Ils s'excusent de tout, ils disent sorry à tout bout de champ. Ils vous diront jamais non, ils diront I'm afraid, j'ai bien peur que je doive refuser.
bouger. Voilà, ils sont corsetés dans cette politesse ambiante. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu craquer toutes ces coutures? Il faut rire d'eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ici cette excentricité, cette loufoquerie, le fait que les Anglais adorent rire d'eux-mêmes, être ridicules avec panache. Et vous allez le voir, ils ont quantité de festivals, d'occasions, de compétitions plus loufoques, absurdes et honnêtement ridicules les unes que les autres. Mais encore une fois, ridicules avec panache. Regardez, c'est un reportage signé Laura Calmus. C'est une spécialité britannique qui revient chaque année avec les beaux jours depuis plus de 40 ans. Et même s'ils se font de plus en plus rares, les streakers, ces hommes et ces femmes nus, envahissent les stades de foot, de rugby ou de cricket. L'objectif, faire rire en choquant le public, car s'ils sont réputés pour leur politesse et leur sens de la convenance, les Britanniques savent aussi se montrer nus et faire la course avec les bobbies. Comme ici, après un sprint remarqué, ce streaker a dû attendre dans une position pour le moins inconfortable, que la reine passe, visite un site et reparte, avant d'être emmené par la police. Et même si on ne plaisante pas avec sa majesté, la vraie, les sosies se chargent de poser pour nous sur des trônes d'un autre genre. Ces doublures de la famille royale partagent les moments les plus intimes comme les plus festifs. La semaine dernière, le public a pu assister à l'enterrement de vie de garçon du prince Harry. On parle beaucoup de lui en ce moment, mais un jour ce sera moi le roi, donc je m'en fiche. Et les Anglais savent rire d'eux-mêmes au point de se moquer de leur politesse parfois hypocrite. Chaque année, ils se retrouvent aux Olympiades Chaps, les Jeux olympiques de l'humour absurde britannique. Au sommaire, une journée d'épreuve complètement décalée. Le but est de commémorer le cœur excentrique de notre civilisation. Il y a beaucoup de choses abominablement ridicules chez les Britanniques, et les Anglais en particulier, mais nous embrassons cela, plutôt que de devenir tous homogènes et ennuyeux. Dans cette compétition, le but est d'éviter la vieille tante collante des réunions de famille. Et même si l'autodérision donne le ton, les règles sont strictes. Soudain, on a entendu le pistolet d'arrêt de jeu. Apparemment, nous ne portions pas de chaussettes, une faute impardonnable. Oui, on a été disqualifiés. Nous n'étions pas assez gentlemen pour poursuivre la compétition. Des festivals loufoques, il y en a pour tous les goûts. Amateurs de fromage, le cheese rolling est fait pour vous. Ici, on se moque du sport de haut niveau, avec ce qui est sans doute la compétition la plus stupide du monde. Il n'y a qu'une règle et elle est simple, dévaler la pente le plus vite possible et être le premier à rattraper la meule de 3,5 kilos. Ce sont des timbrés, ils sont complètement dingues. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font très bien. Ils terminent tous avec le sourire ou une jambe cassée. Pour amuser la galerie sans prendre de risques, il vous reste encore le No Pants Day. Chaque année, au mois de janvier, ils sont plusieurs centaines à prendre le métro sans pantalon. Et dans l'humour britannique, pas de pitié pour ceux qui sont choqués. Les plus gênés s'en iront. Loïc, on a aperçu des images quand même assez peu flatteuses, c'est le moins qu'on puisse dire, de la famille royale, du moins de leur sosie. C'est tout de même osé de se moquer de la monarchie, non ? Oui, alors c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'ici, la famille royale, la vraie, est extrêmement protégée, bien plus qu'en France. On ne va pas revenir dessus. Vous vous rappelez tous ces procès qui ont été intentés à des journaux français par la famille royale britannique quand il y avait une photo vraie, mais peu flatteuse, de William ou de Kate. Par contre, avec les sosies, telles que vous les avez vues, alors là, il n'y a plus de limite. Alors vous le revoyez peut-être sur ces images, on va vous en montrer d'autres, des photos de cette famille royale, donc de cette fausse reine en train de regarder la télévision, de cette fausse Kate, de ce faux William en train de donner le bain ou de changer les couches de leurs enfants. Ça, c'est fait notamment par une photographe qui s'appelle Alison Jackson, qu'on avait rencontrée, qu'on avait suivie il y a quelques années. Elle est spécialisée là-dedans, avec des sosies. Elle prend des poses parfois extrêmement choquantes, alors avec des sosies de la famille royale, mais aussi, vous le voyez peut-être sur ces images, avec d'autres stars. En l'occurrence, ce jour-là, c'était David et Victoria Beckham ou encore un faux George Clooney. Voilà. Et là-dessus, eh bien, avec les sosies, les Anglais n'ont absolument aucune limite. Et c'est publié dans la presse. Et est-ce que, Loïc, cet humour irrévérencieux, c'est le moins que l'on puisse dire, une fois encore, s'attaque parfois à des sujets plus sensibles ?
Oui, complètement. Là encore, les Anglais ont beau être très polis et très courtois, ils vont sans doute plus loin que tous les autres. Alors je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques mois, l'an dernier, eh bien, la BBC, la vénérable BBC, a fait une série humoristique qui s'appelait Desperate Housewives of ISIS. Alors littéralement, ce sont les veuves désespérées de Daesh. Et donc c'était une série comique qui mettait en scène des femmes épouses de terroristes de Daesh en Syrie ou en Irak, et donc qui devisaient entre elles. Alors c'était à base de scènes du style « Oh, je ne sais pas ce que je vais mettre pour la prochaine décapitation dans 3 jours » ou c'était des concours d'élégance de traits militaires ou de ceintures d'explosifs, voilà, ou encore de femmes qui disaient « Oh, j'ai été mariée 4 fois, on entendait le bruit d'une explosion, 5 fois parce que mon dernier mari s'est fait sauter ». Voilà, c'était quelque chose d'absolument inconcevable dans beaucoup d'autres pays et ça a été diffusé sur la BBC sans aucun problème. Merci beaucoup, merci Loïc pour ce sourire esquissé en direct de Londres. Madame, monsieur, l'émission touche à sa fin, je suis désolé. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur l'humour de nos voisins. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à partir de 6h30. Je répète, 6h30. En attendant, passez un très bon week-end sous le signe du rire, bien sûr.